Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler d'une technique d'enquête particulière, le mystery shopping ou le client mystère. L'idée, c'est de voir sans être reconnu. À l'agenda, nous parlerons d'abord du mystery shopping, nous regarderons les objectifs poursuivis par celui-ci, comment est-il organisé, quels sont les éléments méthodologiques à prendre en compte. Et enfin, les traitements et les analyses qui peuvent être faits au départ de cette technique particulière. Le mystery shopping est une méthode d'analyse largement utilisée dans le monde des études de marché. Que ce soit d'ailleurs dans le secteur bancaire, les courtiers d'assurance, les distributeurs, les concessionnaires d'une marque ou les restaurants. La méthode consiste à simuler l'expérience d'achat d'un consommateur. Celui-ci est remplacé par un enquêteur spécialement entraîné qui va reproduire le plus fidèlement possible les comportements d'un consommateur et visiter incognito un point de vente. Ainsi, si l'étude consiste à analyser le comportement d'un vendeur face à une jeune mère de famille accompagnée de ses enfants lors d'un achat de chaussures, l'acheteuse mystère, la jeune mère de famille, va se présenter au magasin accompagnée d'enfants et simulera le comportement de la mère de famille. Elle s'intéressera à la durée du temps d'attente avant d'être servie, à la façon dont elle a été accueillie dans le magasin par les vendeurs, l'amabilité, la rapidité, etc., aux conseils prodigués par ceux-ci, au nombre de paires de chaussures proposées, au prix pratiqué, aux ristournes possibles et bien sûr à l'accueil des enfants. Alors, le mystery shopping est utilisé dans de nombreux secteurs, comme je le disais, la banque, l'assurance, la distribution, les concessionnaires automobiles ou autres, les restaurants, le transport de personnes, notamment chez les éditeurs de guides touristiques, dans les associations de défense de consommateurs et toutes ces entreprises qui ont des réseaux de vente. L'objectif est bien de mesurer les comportements des vendeurs in situ et in vivo, c'est-à-dire sur le lieu de vente et dans la pratique quotidienne de leur expérience. Vous voyez aussi disposer d'une information objective sur le point de vente. En fait, la méthode reposera sur une technique d'observation stricte et diffère de l'enquête traditionnelle par questionnaire ou interview de consommation. Si l'on veut regarder ces différences, on va le voir que 4 différences majeures apparaissent. Tout d'abord, dans la méthode de collecte de l'information. Dans l'enquête par questionnaire, le consommateur est invité à répondre à un questionnaire sur les comportements et attitudes de vendeurs. Dans le mystery shopping, c'est un évaluateur, souvent professionnel, qui observe les comportements et attitudes d'un vendeur. À noter que certaines entreprises, comme les compagnies aériennes Air France et KLM, utilisent les membres de leur programme de fidélité Frequent Flyer pour jouer ce rôle de mystery shopper. Au niveau des types d'informations recherchées, il y a aussi une différence. Dans l'enquête traditionnelle par questionnaire, les informations sont subjectives et filtrées par le consommateur. On va s'intéresser à ses souvenirs, sa perception du point de vente. Dans le mystery shopping, ce sont des informations objectives sur les actions, les faits, les comportements qui apparaissent lors de la transaction commerciale. Au niveau de l'objectif poursuivi, l'enquête traditionnelle par questionnaire veut disposer d'un indicateur synthétique de l'efficacité du point de vente. Le mystery shopping va permettre de disposer d'une information spécifique et détaillée de l'efficacité du point de vente. En matière de réalisation, les modalités sont différentes. Dans le cas de l'enquête traditionnelle, le personnel est généralement averti de l'existence de l'enquête. Parfois, il lui est demandé d'interroger les clients. Et dans le mystery shopping, le personnel est parfois averti préalablement de l'existence de ce type d'enquête, mais cela reste rare. Si l'on regarde les objectifs poursuivis, la méthode permet de répondre à de nombreuses questions tactiques liées au point de vente. Et prenons quelques exemples repris dans le tableau. Par exemple, en termes de paramètres, on va mesurer l'efficacité de la publicité mise à disposition des points de vente. Par exemple, quels sont les dépliants utilisés dans le magasin? Les dépliants sont-ils adaptés aux besoins des vendeurs? L'affichage
est-il correct, conforme au plan média? Les documents utilisés sont-ils les derniers disponibles? Au niveau de la perception générale du magasin et de la qualité de tenue dessus, on va mesurer la propreté avec différents indicateurs. Au niveau de l'efficacité de l'accueil et du service, on va mesurer quel est l'accueil reçu par le client, quelle est la durée d'attente, etc. On va mesurer l'efficacité de l'accueil téléphonique. On va mesurer l'efficacité du conseil. On va mesurer la connaissance des produits et on peut même prendre d'autres éléments comme la compréhension des besoins des consommateurs. Est-ce que les vendeurs peuvent analyser correctement les besoins des consommateurs et les circonstances de la vente? On va mesurer l'efficacité des programmes de formation des vendeurs et on peut ainsi continuer avec la mesure de l'efficacité des actions marketing de la concurrence. Quels que soient les objectifs poursuivis, ceux-ci permettent d'avoir un point de vue global du point de vente, non seulement sur la tenue du magasin et la façon dont celui-ci est agencé, la façon dont celui-ci intègre les stratégies commerciales et notamment le respect des règles en matière d'affichage, nouvelles publicités, etc. Et aussi, deuxième étape importante, le comportement du personnel de vente. Quand on parle de mystery shopping, il est important d'en connaître les principes d'organisation. Alors, le mystery shopping peut prendre différents aspects très différents lors de sa réalisation. Toutefois, généralement, il y a des règles globales. La première chose, c'est bien une enquête par observation qui utilise un échantillon probabiliste ou empirique, c'est-à-dire plus de 30 observations pour pouvoir tirer des informations de nature statistique. Il prend la forme soit de visites personnalisées d'un évaluateur auprès de différents points de vente, magasins, bureaux, restaurants, salons, concessionnaires, etc. Ou ça peut être aussi des appels téléphoniques des différents départements d'une entreprise, par exemple, on peut appeler une division, un service, un secteur, site et bureau. Suivant le mode de réalisation, ça différenciera, on posera des questions différentes. Les enquêtes se réalisent parfois auprès de plusieurs concurrents qui désirent disposer d'une information pratique à la fois sur les vendeurs et surtout étalonner celle-ci par rapport à leurs concurrents. Les problèmes de la confidentialité de données est réel. S'il est légitime que chaque concurrent dispose de certaines informations, tout ne peut être divulgué. La solution consiste alors à syndiquer l'étude et à garantir à chaque souscripteur un accès restreint aux données des concurrents et un accès intégral aux siennes. À noter que de manière à authentifier les résultats, les analystes transmettent parfois au management de vente des copies des questionnaires. Les responsables régionaux ou nationaux peuvent ainsi vérifier de leurs propres yeux les réponses données par un vendeur. Les résultats peuvent aussi être comparés entre régions et points de vente de manière à disposer d'un outil d'évaluation commerciale du réseau de vente ou de distribution. Mais évidemment, tout n'est pas possible, tout n'est pas permis et un certain nombre de règles déontologiques sont à respecter de manière non seulement à garantir la réussite de l'étude, mais aussi l'objectivité des résultats. Alors, ces règles déontologiques sont importantes. La première chose, c'est la garantie d'objectivité. Pour garantir l'efficacité et l'objectivité de l'analyse, les vendeurs interrogés ne doivent à aucun moment savoir qu'ils font l'objet d'une enquête de ce type. Sinon, évidemment, cela va modifier leur comportement. Mais il est tout aussi important de respecter le vendeur qui est interrogé. Il est souvent délicat d'interroger longuement un vendeur payé à la commission. Donc on va limiter le temps de contact de manière à ne pas abuser du temps de ce dernier pour ne pas l'empêcher de servir un autre consommateur. Dans ce cas, on limitera l'interview à quelques minutes, on observera le comportement du vendeur sans le déranger ou encore acheter réellement le produit. Il en va de même si l'étude se déroule auprès des concurrents de la marque. À côté de ces deux règles fondamentales, il faut aussi prévoir l'absence de pénalité et à aucun moment le répondant ne peut être pénalisé par le résultat de l'approche. Que doit-on penser d'entreprise qui rémunérait ses vendeurs sur base des résultats d'un mystery shopping? C'est une forme particulière de recherche qui doit respecter la confidentialité de l'information récoltée. C'est pourquoi les résultats ne peuvent être transmis tels quels au souscripteur de l'étude sans que celui-ci ait la possibilité d'identifier le vendeur répondant.
Il faut reconnaître que certaines entreprises n'hésitent pas de développer une sorte de mystery shopping interne, qui n'en est d'ailleurs pas un, et qui consiste à évaluer les vendeurs. Enfin, il convient d'exclure le télémarketing. Il est parfois utilisé, le mystery shopping, pour évaluer la performance d'une équipe de vente ou à des fins de télémarketing en influençant indirectement le consommateur en créant une demande pour un produit ou service spécifique. L'utilisation de cette fin de la méthode constitue un usage abusif, dépasse le cadre des études de marché et déontologiquement, il a été déconseillé par le Code international régissant les études de marché, ICC et ZOMAR. Il est souvent intéressant de savoir que le mystery shopping ne se réalise pas seul. Souvent, on va l'utiliser en parallèle avec d'autres méthodes, telles que les études de satisfaction des consommateurs. La mesure globale de la qualité d'un service est réalisée par l'enquête classique auprès des consommateurs et le mystery shopping va compléter l'approche développée par une analyse d'un ou plusieurs aspects spécifiques. Il permet aussi de simuler différents scénarios de vente en fonction des besoins, des jours de fréquentation, de l'heure du produit ou du service à acheter. Alors, comment s'organisent les étapes du mystery shopping? On va d'abord définir, comme pour toute étude, la problématique, la question de recherche, les hypothèses, les infos à récolter. On va identifier justement les paramètres à mesurer précisément. Si on parle d'accueil, de quoi va-t-on parler? Du temps d'attente au téléphone, la capacité de prendre un rendez-vous, l'accueil au comptoir, le temps d'attente, la gestion de la file d'attente, la présence ou pas d'un accueil personnalisé, convivial, sourire ou pas, etc. On va ensuite concevoir le guide d'entretien et d'observation de manière à n'oublier aucun des paramètres identifiés lors de la phase précédente. Et puis, ça va permettre d'élaborer les différents scénarios réalistes en tenant compte du comportement du consommateur. Si l'achat se fait en famille, ça sera une famille qui se représentera. Il faudra donc bien identifier les différents scénarios possibles, notamment si c'est en présence d'enfants d'âges différents. Et puis, on va recruter et former les acheteurs mystères en fonction des spécificités de l'étude. Ceux-ci doivent maîtriser très précisément les spécificités de l'achat de produits, que ce soit en B2B ou en B2C. Évidemment, en B2B, dès le moment où on travaille avec des industriels, il convient de bien mesurer spécifiquement les demandes et les exigences de la profession. Ensuite, on va procéder à l'administration de l'enquête, c'est-à-dire que les évaluateurs vont aller sur le terrain, vont réaliser cette enquête. Attention qu'au moment de réaliser l'enquête, on va insister pour que les personnes puissent non seulement interroger les vendeurs, etc., mais disposent d'un temps après l'interview pour noter directement toutes leurs impressions, pour répondre aux questions et éviter un effet de perte de mémoire. En effet, c'est juste à la fin de l'interview que la personne consacre un temps à rédiger ce rapport. Et enfin, on analysera les résultats globalement de manière à proposer des conclusions. Quelques éléments à prendre en compte. Imaginons une étude qui soit réalisée auprès des hôpitaux. Comment cette étude a-t-elle été faite? Il est nécessaire dans un rapport d'étude de bien préciser les conditions méthodologiques. Le principe, il s'agit donc de reproduire le comportement d'un consommateur typique du produit et pas quelqu'un qui est un spécialiste de ce type de produit. En effet, on pourrait créer comme ça une information erronée. Au niveau méthodologique, on va utiliser un guide d'entretien reprenant les différents paramètres analysés, comme nous l'avons vu, et dans le rapport d'étude, on vient préciser non seulement le contenu du guide d'entretien, mais aussi les scénarios qui ont été élaborés. Ainsi, comme on peut le voir dans un extrait d'un rapport d'étude, on explique comment les personnes, ici les établissements hospitaliers,
ont été recrutés. Il y a eu donc l'envoi d'une lettre où on posait des questions. On a aussi demandé explicitement de renvoyer un exemplaire de la liste des frais divers. Parallèlement à ça, les enquêteurs ont effectué des visites sans annonce préalable. Ces visites ont été organisées de la sorte. De prime abord, les enquêteurs demandent à l'accueil des informations sur le prix des biens et services non médicaux pour les patients admis. Parfois, la réception les faisait passer au service d'inscription ou les répétait la question. Si le service d'inscription n'est pas sollicité, il se limite à l'information reçue. Les informations obtenues à ce stade forment l'information spontanée. Ensuite, le vrai but de la visite, à savoir rechercher en quelle a été dévoilée, et on adressait les personnes à un autre interlocuteur, le plus souvent une personne responsable au sein de l'hôpital, quelqu'un du service finance et administratif. Alors, pour enregistrer les faits, les attitudes, les comportements des vendeurs, on les fait bien en fin de collecte d'informations ou, si c'est possible, pendant celle-ci. Quelquefois, certains utilisaient des caméras cachées, etc. Attention à la protection de la vie privée. Le règlement général de protection des données ne permet pas de faire n'importe quoi. Il est souvent nécessaire, pour que ça soit efficace, de combiner plusieurs méthodes. Alors, on combine deux grandes méthodes. D'une part, on va interroger les personnes par courrier, le site internet, l'appel téléphonique, le questionnement direct, le rendez-vous, etc. On interrogera plusieurs professionnels, plusieurs profils, et pas uniquement un seul profil, et simultanément, on observera les personnes et les lieux. Insistons bien sur le fait d'observer plusieurs personnes et plusieurs lieux pour ne pas se limiter à l'observation d'une seule personne à un seul endroit. Toujours quand on est confronté au mystery shopping, il est important d'avoir un traitement et des analyses pertinentes. Alors, comme on le voit sur le schéma ici, il est quelquefois important de pouvoir remettre selon le lieu d'intervention, selon le type de produit, de réaliser des tableaux qui permettent de comprendre, par exemple dans ce cas-ci, les prix pratiqués avec des prix minimums, des prix maximums et le ratio qui existe entre les deux. Au niveau de l'analyse, les résultats sont traités en tenant compte des objectifs de l'enquête et on va mettre en évidence les différentes difficultés sur base des scénarios réalisés. Ici, ce qui est important, c'est de préciser dans le scénario qui est fait, c'est une patiente qui serait admise à l'hôpital pour une journée, qui en profiterait pour téléphoner pendant 10 minutes à un appel local ou régional, qui regarderait la télévision et qui achèterait une bouteille d'eau d'1 litre d'eau, un peigne, un thermomètre, un rasoir jetable, un tire-lait et une brosse à dents. Le soir, pendant les heures de visite, son mari mangerait dans la chambre, ce qui permet d'obtenir un coût global en comparant des choses qui sont comparables. En l'absence de scénario, on risque simplement à devoir comparer des pommes et des bananes, ce qui n'est pas nécessairement du plus bel effet et manque d'efficacité. La rédaction d'un rapport se fait en reprenant une synthèse de situation et des recommandations portant sur la problématique de l'étude. En pratique, la rédaction du rapport va reprendre chaque fois des éléments concernant le contenu de l'étude qui a été faite. Par exemple, ici, constater que l'information au public est insuffisante et incomplète, expliquer que lorsqu'elle existe, elle est peu lisible, et que l'information existe, mais les patients n'y portent pas assez d'attention. Par exemple, des brochures sont réalisées, mais ne sont pas consultées. Rappelez aussi le contexte dans lequel l'étude se fait. Ici, on rappelle l'effet de l'obligation d'indication des prix. Et enfin, si vous voulez en savoir, n'hésitez pas